C'est un basculement historique, une rupture stratégique majeure qui redessine sous nos yeux la carte géopolitique du Moyen-Orient et, par extension, les équilibres économiques mondiaux. Le verrou a sauté, mais pas de la manière dont Téhéran l'avait imaginé durant des décennies. Les rôles se sont inversés et l'Iran se retrouve pour la première fois pris au piège du jeu qu'il a lui-même créé. Pendant des années, la République islamique a brandi le détroit d'Ormuz comme une menace existentielle pesant sur le monde entier, pensant pouvoir prendre en otage le pétrole, le commerce international et la stabilité de l'économie globale. Mais aujourd'hui, le détroit s'ouvre pour le reste du monde, tandis que l'Iran, lui, se referme sur lui-même. Ormuz n'est plus l'arme de Téhéran, c'est désormais sa cage. Les États-Unis ont pris des mesures radicales pour ouvrir de force ce passage stratégique, et ce faisant, ils ont réalisé une manœuvre que peu d'observateurs avaient anticipée. Ils ont libéré le détroit tout en enfermant l'Iran derrière une ligne d'acier. Le commandement central américain, le CENTCOM, a déclaré un blocus naval total visant tous les navires entrant ou sortant des ports iraniens, une mesure entrée en vigueur précisément à 10 h du matin, ce 13 avril 2026. L'atout le plus puissant de l'Iran, sa monnaie d'échange la plus lourde à la table des négociations, cette arme de chantage économique s'est retournée contre son propriétaire en un seul mouvement tactique. Pour bien comprendre l'ampleur de ce séisme, il faut plonger dans les détails de ce blocus. Car il ne s'agit pas d'une opération militaire ordinaire, mais bien d'une stratégie d'étranglement calculée avec une précision chirurgicale. Selon l'annonce officielle faite par le CENTCOM le 12 avril, le blocus couvre l'intégralité des ports iraniens situés dans le Golfe arabique, le Golfe Persique et le Golfe d'Oman. Depuis ce matin, chaque port, chaque zone côtière de l'Iran est totalement isolée. Bandar Abbas, le plus grand port du pays et principal point de sortie pour les exportations pétrolières, est sous surveillance constante. Boucher, base navale névralgique et centre de connexion pétrochimique, est hermétiquement fermé. Chabahar, le port stratégique situé dans le golfe d'Oman, pilier de l'influence iranienne et maillon essentiel de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, est également bloqué. Plus aucun navire ne peut y entrer ou en sortir. Pourtant, Washington opère une distinction d'une intelligence tactique redoutable. Le blocus ne cible exclusivement que les ports iraniens. Les navires qui transitent par le détroit d'Ormuz vers des destinations non iraniennes circulent librement. Les pétroliers se dirigeant vers l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar ou le Koweït ne sont absolument pas affectés. Cette distinction permet d'atteindre deux objectifs simultanément. D'un côté, elle étrangle l'Iran en coupant ses revenus. De l'autre, elle garantit le flux de pétrole de ses alliés, évitant ainsi un effondrement total de l'offre énergétique mondiale. De plus, cette approche place les États-Unis dans une position bien plus défendable au regard du droit international qu'une fermeture totale du détroit. Dans la pratique, les conséquences sont dévastatrices pour Téhéran. L'Iran exportait environ 2 millions de barils de pétrole par jour, malgré des sanctions déjà lourdes, en utilisant notamment une flotte fantôme de navires-citernes pour livrer la Chine. Ce blocus stoppe net ce flux. Les analystes les plus pessimistes calculent que les revenus du régime pourraient chuter de 80% en quelques jours seulement. Du jour au lendemain, le robinet d'argent qui alimentait les coffres de l'État et le financement des opérations régionales est fermé. Et ce blocus n'a rien d'un bluff. Derrière les déclarations diplomatiques, on trouve une accumulation navale massive et sans précédent dans la région. L'USS Abraham Lincoln et son groupe de frappe aéronaval, le Carrier Strike Group 3, sont positionnés en mer d'Arabie, assurant une supériorité aérienne totale grâce aux chasseurs de 5e génération F-35C et au F/A-18E Super Hornet. Le groupe de l'USS Gerald R. Ford apporte un soutien logistique et tactique supplémentaire, tandis que les destroyers de la classe Harley Burke forment la ligne de front physique du blocus. Au-dessus des flots, les avions de reconnaissance P-8A Poséidon surveillent le trafic maritime 24 heures sur 24, utilisant des capteurs de pointe pour identifier chaque signature radar. Sous la surface, les sous-marins d'attaque sont en position, prêts à intervenir au moindre signe de menace asymétrique. Plus de 50 000 militaires américains sont mobilisés pour assurer le soutien logistique au sol. Cependant, déclarer un blocus est une chose, l'appliquer en est une autre. Surtout dans une zone aussi complexe que le détroit d'Ormuz. À son point le plus étroit, le passage ne fait que 33 km de large. Les couloirs de transit réels sont encore plus restreints, environ 3 km pour chaque direction de navigation.
Dans cet espace si réduit, des dizaines de pétroliers et des centaines de navires commerciaux transitent quotidiennement. La marine américaine doit arrêter et inspecter chaque bâtiment, filtrer ceux qui se dirigent vers l'Iran et libérer les autres. Une tâche titanesque effectuée jour et nuit, quelles que soient les conditions météorologiques. L'opération est codifiée. Les radars et les satellites détectent chaque approche. Les P-8A patrouillent en haute altitude et dès qu'un navire suspect est repéré, des équipes d'abordage sont envoyées par hélicoptère. Elles montent à bord, vérifient la cargaison et la destination finale. Si le navire fait route vers l'Iran, il est sommé de faire demi-tour sous peine d'être saisi. Si la destination est neutre, il reprend sa route. Bien que cela semble ordonné sur le papier, la réalité sur l'eau est chaotique. Le détroit est saturé de navires changeant de pavillon, déclarant de fausses destinations ou désactivant leurs transpondeurs pour devenir des vaisseaux fantômes. L'Iran a perfectionné ses techniques d'évasion pendant des années pour contourner les sanctions économiques, et il tente aujourd'hui de les utiliser pour briser ce siège maritime. Les risques de riposte militaire iranienne sont d'ailleurs pris très au sérieux. Malgré la destruction partielle de la base de Boucher lors de frappes précédentes, l'Iran dispose toujours de centaines d'embarcations d'attaque rapide, des vedettes légères, très maniables et capables de mener des attaques en essaim contre de gros navires de guerre. C'est une doctrine de guerre asymétrique pour laquelle Téhéran s'entraîne depuis des décennies. À cela s'ajoutent les missiles de défense côtière mobiles dissimulés le long du littoral accidenté et la menace persistante des sous-marins diesel électriques de la classe Kilo, difficile à détecter dans les eaux peu profondes et acoustiquement complexes du Golfe. Et puis, il y a la menace la plus insidieuse, le minage des eaux. L'Iran est capable de mouiller des mines à partir de simples bateaux de pêche sous le couvert de l'obscurité, rendant chaque itinéraire préalablement sécurisé potentiellement mortel en une seule nuit. Mais les États-Unis possèdent un avantage déterminant. L'Iran ne dispose plus de la structure de commandement nécessaire pour coordonner ses menaces de manière efficace. Le quartier général des gardiens de la Révolution a été détruit, leur chef des services de renseignement a été éliminé, et le centre névralgique de la flotte de vedettes rapides a été démoli. Les armes asymétriques existent toujours, mais le chef d'orchestre capable de les transformer en une symphonie destructrice a disparu. La deuxième étape de ce blocus est peut-être encore plus cruciale. C'est l'opération de déminage. Les gardiens de la Révolution avaient miné le détroit au début des hostilités, rendant le transit extrêmement dangereux. Les navires commerciaux évitaient la zone, les primes d'assurance s'envolaient et le trafic était quasiment à l'arrêt. Le 11 avril, la marine américaine a lancé l'opération de nettoyage. Les destroyers USS Frank E. Peterson et USS Michael Murphy ont transité par le détroit pour la première fois depuis le début du conflit. Un mouvement perçu comme le prélude à un déminage de grande envergure. Cependant, cette incursion était avant tout symbolique, car les destroyers ne sont pas des dragueurs de mines. Le véritable travail de nettoyage est effectué par des drones sous-marins autonomes et des équipements spécialisés. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a précisé que le processus de création d'une nouvelle route de transit sécurisée est en cours et que cette route sera partagée avec le secteur maritime très prochainement. Les drones sous-marins rejoignent l'opération en masse. Et des hélicoptères MH-60S effectuent des balayages, avec des systèmes de contre-mesure de mines à partir des destroyers. S'il a fallu des semaines à l'Iran pour miner le détroit, le nettoyage prendra également du temps. Mais chaque mine neutralisée signifie une ouverture supplémentaire du détroit, une baisse progressive des prix du pétrole et une érosion continue de l'influence iranienne. Même si Téhéran tente de poser de nouvelles mines, la domination aérienne totale des États-Unis permet de surveiller les côtes en temps réel et d'intervenir avant que les engins ne touchent l'eau. Le contrôle est désormais maritime, mais surtout aérien. Ce blocus n'est pas un événement isolé, c'est l'élimination systématique de la dernière carte maîtresse de Téhéran. Depuis le début de cette guerre, les atouts de l'Iran sont tombés les uns après les autres. Sa défense aérienne a été balayée dès les premières semaines, permettant à plus de 100 avions de la coalition de pénétrer l'espace aérien, de frapper des cibles au cœur de la capitale et de revenir sans encombre. Les sites de stockage souterrains, autrefois jugés intouchables, ont été percés par des bombardiers B-2 transportant des bombes anti-bunker de 14 tonnes. Sa puissance navale conventionnelle a été ravagée, la base de Boucher rasée et sa chaîne de commandement brisée avec la mort des hauts gradés des gardiens de la Révolution.
Même son réseau de forces par procuration, les fameux proxys comme le Hezbollah ou les Houthis, est affaibli par la destruction des centres logistiques de Mehrabad et la coupure des lignes d'approvisionnement. Il ne restait à l'Iran qu'une seule menace, fermer Hormuz pour faire chanter l'économie mondiale. Au début du conflit, cela a fonctionné. Les prix du brut ont explosé, provoquant des crises de carburant majeures en Europe, de l'Irlande à la France, et déclenchant des mouvements de protestation parmi les transporteurs routiers et les agriculteurs. Mais aujourd'hui, les États-Unis inversent la vapeur. Ils ouvrent le détroit par la force, nettoient les mines et proposent un corridor sécurisé au commerce mondial, tout en isolant spécifiquement les ports iraniens. L'Iran voulait punir le monde en fermant le passage, la réponse américaine est cinglante. Nous ouvrons le passage, mais c'est vous que nous enfermons. L'arme iranienne s'est retournée contre elle-même. Si le front allié affiche un soutien politique à cette opération, la réalité sur le terrain est plus nuancée. Bien que les Émirats arabes unis et Bahreïn aient annoncé leur soutien logistique et diplomatique, d'autres acteurs majeurs comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Australie ont refusé de participer directement à l'effort militaire. La France, quant à elle, garde ses distances. Les États-Unis mènent donc cette opération largement seuls, ce qui soulève des questions sur sa viabilité à long terme. Maintenir 2 groupes aéronavals, des dizaines de destroyers et des milliers d'hommes en état d'alerte constante demande des ressources colossales, en carburant, en munitions et en personnel. Combien de temps une seule nation peut-elle soutenir un tel effort? Quelques semaines, certainement. Plusieurs mois, c'est déjà plus complexe. Des années, c'est presque impossible. La question centrale est de savoir si ce blocus épuisera les réserves américaines avant d'avoir forcé l'Iran à capituler diplomatiquement. Pour les pays en développement, ce blocus est synonyme d'angoisse énergétique. L'Inde, la Corée du Sud et le Japon, qui dépendaient en partie du pétrole iranien bon marché, doivent désormais trouver des alternatives en urgence sur un marché mondial déjà tendu. L'Inde est particulièrement vulnérable, étant le 3e plus grand importateur de pétrole au monde. Mais le pays le plus touché par cette manœuvre est sans aucun doute la Chine. Pékin est le premier acheteur de pétrole iranien et utilise la flotte fantôme pour contourner les sanctions. Le blocus coupe totalement cet approvisionnement. Pour la Chine, cela signifie 3 choses. La fin du pétrole iranien à prix cassé, la paralysie de ses investissements massifs dans le port de Chabahar et un message stratégique limpide de la part de Washington. Les États-Unis affirment ainsi qu'ils contrôlent le robinet énergétique du Golfe et qu'ils peuvent le fermer à leur guise. Si Pékin condamne fermement le blocus sur le plan diplomatique, une intervention militaire directe est jugée peu probable par les experts, la Chine ne pouvant se permettre une confrontation directe avec les États-Unis alors que les tensions autour de Taïwan restent vives. Sur les marchés mondiaux, le tableau est contrasté. Le retrait du brut iranien pousse les prix à la hausse, mais l'ouverture sécurisée du détroit et la reprise du flux en provenance d'Arabie Saoudite et du Koweït exercent un effet modérateur. Riyad et Abu Dhabi se préparent d'ailleurs à augmenter leur production pour combler le vide laissé par Téhéran. À moyen terme, les prix pourraient se stabiliser, ce qui soulagerait l'Europe et calmerait les tensions sociales à Dublin ou à Paris. Mais que peut faire l'Iran face à cet étranglement? Ses options sont limitées. Tenter de rompre le blocus par la force navale serait suicidaire face à la puissance de feu américaine actuelle. Activer ses proxys est devenu difficile en raison de la rupture des communications et de la logistique. Quant à attaquer les infrastructures pétrolières de ses voisins, cela ne ferait que pousser l'Arabie Saoudite et les Émirats définitivement dans le camp anti-iranien, aggravant son isolement régional. Le message envoyé par Washington après l'échec des pourparlers de paix au Pakistan est d'une clarté brutale. Revenez à la table des négociations avec des concessions réelles sur le nucléaire, ou étouffez économiquement. La réalité la plus critique est que le temps ne joue pas en faveur de Téhéran. Chaque jour de blocus supplémentaire signifie moins d'argent pour payer les soldats, fabriquer des missiles ou financer l'influence régionale. Le régime s'affaiblit d'heure en heure. Pendant des décennies, l'Iran a terrorisé le monde avec le spectre de la fermeture d'Ormuz. Aujourd'hui, ce même détroit est devenu sa prison. Le panorama de ces dernières 24 heures montre qu'il ne s'agit plus seulement d'une pression militaire, mais d'un changement d'ordre régional. Les États-Unis n'ont pas fermé Ormuz. Ils l'ont transformé en un filtre où seul l'Iran est retenu. Si l'Iran ne contrôle plus Ormuz de manière absolue, il conserve toutefois une capacité de nuisance asymétrique qui pourrait rendre ce transit coûteux pour tout le monde si la situation s'envenime.
Les messages provenant de Téhéran suggèrent que si le blocus persiste, les ports régionaux pourraient devenir des cibles. L'Iran passe d'une stratégie de domination navale à une stratégie de risque maximal pour ses voisins. C'est là que l'inversion des rôles est la plus frappante. Autrefois maître chanteur du détroit, l'Iran est aujourd'hui celui qui voit ses revenus s'évaporer dans les eaux de son propre littoral. Mais un acteur aux abois est souvent plus imprévisible et plus dangereux qu'un acteur en position de force. L'histoire nous a appris que ceux qui sentent qu'ils perdent tout ne réagissent pas toujours avec prudence, mais parfois avec une violence désespérée. La situation reste donc d'une volatilité extrême, chaque minute comptant dans ce bras de fer naval qui pourrait déterminer le sort du Moyen-Orient pour les décennies à venir. Nous suivrons l'évolution de ce blocus naval et des opérations de déminage avec la plus grande attention.